Salut les amis, nous revoilà pour parler de la suite de Meg Corbin, donc toujours de Anne Bishop. Ça s'appelle Volet Noir, et je tiens quand même à souligner qu'en anglais ça s'appelle Murder of Crow, ce qui est beaucoup plus dans le sujet. Je suis totalement d'accord que quand on nous dit Volet Noir, on pense à des corbeaux. Sauf que quand on nous dit Volet Noir, on les voit pas morts. Les corbeaux morts ne volent plus. Déjà dans le tome 1, en anglais il s'appelait... Written in Red, voilà, écrit en rouge, c'est pas la même chose que Lettre écarlate. Je trouve qu'on perd beaucoup l'idée. Enfin, quand je lis Lettre écarlate, moi déjà je pensais plus à des lettres qu'on envoie à la poste. Puis même quand on pense que c'est des lettres de l'alphabet, En fait, le truc, c'est que pour moi, si on écrit, c'est pas forcément des lettres. Le côté écrit en rouge, moi ça me fait plus penser justement aux cicatrices, au sang, etc. Alors que Lettre écarlate, pas du tout en fait. Donc je trouve que les traductions des titres sont particulièrement décorrélées du contenu. Je trouve ça dommage. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, d'un point de vue, je sais pas, genre littéraire ou quoi. Volet noir, ça sonne bien. Lettre écarlate, ça sonne bien. Enfin, lettres écarlates, parce que c'était au pluriel. Mais ça n'a plus rien à voir avec le titre anglais. Et le titre anglais, il est beaucoup plus proche de ce qu'on a comme contenu dans le livre. Je voulais passer un petit coup de gueule là-dessus. En commentaire général, vous savez que j'ai lu ce livre parce que j'ai lu le tome précédent et que j'ai bien aimé. Donc là, je me disais, j'espère que ça va devenir encore mieux parce que j'espère qu'il va y avoir une guerre entre les surnaturels, les terrains indigènes comme ils les appellent, et les humains. Bon, spoiler tout de suite, c'est pas encore le cas. On sait pas si ce sera le cas. Les persos ont l'air déterminés à faire en sorte que ça n'arrive pas. C'était pas spécialement mieux que le précédent, mais c'était pas non plus moins bien. Résumé, alors on avait laissé Meg dans la communauté des surnaturels, donc dans l'enclos. Je me suis un peu trompée la dernière fois en vous disant que l'enclos c'était un espèce d'endroit à l'extérieur de la ville. En fait, l'enclos c'est dans une ville humaine. En gros, l'enclos c'est le poste de direction, on va dire, des surnaturels qui sont au cœur des grandes villes humaines. En gros, c'est pour qu'ils surveillent les humains et qui décident s'ils sont d'accord ou non pour qu'ils continuent à être là, pour qu'ils fassent du commerce justement aussi avec les humains, pour qu'ils décident si les humains leur sont utiles ou pas, etc. Autant il y a des communautés de surnaturels à des endroits et des villages à d'autres endroits qui sont des endroits entre guillemets séparés, mais l'enclos c'est l'endroit des surnaturels qui se trouve au milieu d'une ville humaine, donc d'où le fait qu'il y ait des barrières, etc. J'avoue que j'avais pas tout bien compris la première fois que j'avais lu dans ce concept. Si j'ai bien compris aussi une chose que j'avais mal pigée avant, c'est que les humains de base apparemment ils sont peut-être en Europe ou en Afrique, enfin de toute façon les continents n'ont pas forcément les mêmes noms, en tout cas ils n'étaient pas en Amérique à l'origine, du coup ils sont arrivés en Amérique comme... en tant qu'explorateurs, etc., ils se sont fait massacrer là-bas. Mais du coup, il y avait aussi des surnaturels en Europe et en Afrique, mais de base, ils n'étaient pas dans tous les territoires, donc les humains ont pu prendre des territoires avant de se confronter à eux, et donc les humains, de base, ils étaient là-bas, et en gros, les humains sont arrivés que récemment en Amérique, enfin sur le continent américain, et c'est pour ça que là-bas, leur situation est encore plus précaire qu'ailleurs, on va dire, et alors que les plus grosses bases des humains dans le monde sont plutôt en Europe, qui a l'air de s'appeler Cell Romano dans ce monde, si j'ai bien compris. Ça, c'est pas tout à fait le résumé. Donc le résumé, Meg Corbin, elle est toujours donc dans l'enclos Lakeside. D'ailleurs, je sais pas si je devrais dire Lakeside, du coup. Je sais pas trop comment je dois le prononcer, parce que j'ai jamais vraiment fait gaffe à comment ça s'écrivait, mais je suppose que c'est ça. On avait vu dans le tome précédent qu'il y avait une drogue qui rendait tout le monde agressif, que ce soit les humains ou les surnaturels. Donc dans ce tome, on va en apprendre plus sur cette drogue. On avait déjà eu un petit indice à la fin du tome précédent parce que Simon était devenu agressif après avoir léché une blessure de Meg et les policiers lui avaient dit mais on vous avait jamais vu comme ça, c'est quand même bizarre. Et donc on se doutait un peu déjà que ça avait un rapport avec le sang de Meg et de manière plus générale des Cassandra Sangué. Dans ce tome, du coup, on va avoir la confirmation de ça et on va voir tout un tas de gens qui ont l'intention de se servir de ça pour déclencher peut-être une guerre pour certains. Ils n'ont pas l'air d'avoir conscience qu'ils n'ont aucune chance de la gagner. En fait, non. Au début, ils se servent de ça pour tuer des corbeaux, justement, parce qu'ils ont des choses à cacher et que les corbeaux fouillent partout. On se doute quand même qu'ils ont des rapports assez étroits avec la faction d'humains qui sont anti-surnaturels et qu'ils ont très certainement l'intention de les faire gagner parce qu'ils pensent vraiment que les humains peuvent détruire les surnaturels, et donc ils ont aussi l'intention de se servir des Cassandra Sangué à la fois pour leur faire des prédictions qui leur permettront de gagner la guerre et à la fois pour utiliser leur sang pour en faire des drogues qui feront que les gens vont s'entretuer. Les méchants sont dans cette optique là, c'est assez
Et donc on va revoir les gens qui sont responsables de l'enlèvement de Meg et qui la retenaient contre son gré avant. Et ce fameux mec-là, qui va s'appeler le contrôleur, va être un peu le méchant principal de ce tome. Ce qui est pas mal, parce que du coup ça augmente quand même un petit peu les enjeux. Et puis ce mec, on l'avait laissé en arrière-plan, et ça faisait une chose à terminer qui n'était pas encore faite. Donc ouais, c'est cool. Je vais pas te caresser continuellement non plus, Galan. Non, faudrait que tu trouves ta place, et moi la mienne. Ouais, ma place est à tes côtés. Oui, mais bon. Et si tu pouvais éviter de t'allonger sur mon fil de casque. Comment ça, ton fil de casque compte plus que moi? Tu voudrais peut-être un os? À la limite, on peut régler ça comme ça. Après, tu vas faire du bruit pendant toute ma vidéo, mais bon. Oui, tu vas me dire oui. Oui, j'aimerais bien un os, oui. Parce que là, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Bon. Voilà, j'achète mon chien exactement comme Meg le fait avec les loups dans ce livre, donc on est cohérent dans le thème. C'est tout à fait prévu. Tout était calculé. On achète les chiens avec les friandises, et apparemment les loups aussi. Donc, histoire, on est toujours principalement en train de suivre Meg, même si on va avoir quelques chapitres du point de vue du méchant, et quelques chapitres du point de vue de l'ancienne amie de Meg, qui était toujours retenue là-bas, dans leur laboratoire chelou, qui s'appelait Jean, un truc comme ça. Elle avait un nom vachement simple, mais bon, je l'ai pas retenu. De toute façon, c'est CS 147, voilà. Non, 747, je crois. Vous allez me dire, oui, t'as retenu son matricule et t'as pas retenu son nom, c'est horrible. Ouais, je suis comme ça. Et puis donc, je vous ai déjà dit à peu près quels allaient être les enjeux. En gros, il y a des meurtres de corbeaux. Il faut trouver qui en est responsable. En gros, le délire, c'est que les surnaturels disent, on veut arrêter les gens qui ont tué les corbeaux. Enfin, on veut pas les arrêter, non, on veut les buter. Et on veut aussi buter, du coup, les gens qui sont responsables de la colonie de Cassandra Sangué, parce qu'on sait qu'ils sont à l'origine de tous les problèmes qui nous tombent dessus. On sait que c'est eux qui ont créé la drogue, et puis cette drogue, elle a fait des tas de morts chez nous, donc voilà. Et en gros, les policiers humains, eux, vont aider les surnaturels, parce qu'ils savent que s'ils les aident pas, ça va se terminer en ville anéantie, rayée de la carte. Pour qu'il y ait moins de morts chez les humains, leur intérêt, c'est d'aider les surnaturels. Alors on peut se dire que ça fait un peu chantage, mais on voit quand même que les surnaturels sont vachement moins injustes que les humains. Ils veulent juste tuer ceux qui ont fait de la merde, ceux qui ont tué des gens, ceux qui se sont comportés comme des connards. Du coup, ceux qui les protègent, ceux qui les aident, etc., ils dégagent avec. Et donc tout le long du livre, on va voir monter le racisme anti-terrain indigène, donc il y a des humains qui vont refuser de les servir, des restaurants aussi qui vont refuser de leur livrer des pizzas, enfin plein de choses comme ça. Et puis il y a des employés qui vont se barrer, il y a des gens qui vont insulter les employés en disant « ouais, de toute façon, toi tu couches avec des loups, etc. » Donc on sent vraiment le climat qui se dégrade avec le racisme qui monte, et les policiers qui, eux, sont dégoûtés parce qu'ils se disent « mais ces gens se rendent pas compte que s'ils continuent à se comporter comme ça, leur ville va finir rayée de la carte, quoi. » Donc on est là-dedans, et il y a une ville qui a été complètement coupée du monde extérieur, c'est Talulafol, je crois, parce que c'est là où justement il y a eu les premiers meurtres de corbeaux. Je crois qu'ils ont pas laissé vraiment les surnaturels fouiller entre guillemets la ville, régler le problème et tout ça. Je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils les ont énervés, donc il y a eu une tempête de neige qui les a complètement coupés du monde extérieur, etc. Ils ont bien flippé, et au bout d'un moment, ils ont fini par demander de négocier, etc. Mais le reste du monde n'a pas voulu, entre guillemets, en entendre parler ou tirer des leçons de ça. Les mouvements pro-humains continuent à gagner du terrain ailleurs. Et on voit ça tout le long du livre, quoi. Que le racisme augmente. Et aussi, d'ailleurs, ce que je peux dire en passant, ça augmente aussi du côté des terrains indigènes qui se rendent compte que les humains font de la merde et qui, eux, se disent c'est tous des connards, parce que eux, ils n'ont pas l'exemple de Meg ou des 2-3 autres employés, ou des flics d'ailleurs, avec qui les surnaturels s'entendent bien dans l'enclos de Lakeside, du coup. Et donc eux, ils ont décidé de détester les humains dans leur intégralité, et ils ont juste envie d'avoir la confirmation que c'est bon, ils auront le droit de tous les éliminer. Donc on va constater que des deux côtés, il y a un racisme qui augmente, et que que ce soit Simon ou tous ceux de son clan, ils vont faire un peu office d'exception du côté des surnaturels, autant que Meg et ses potes, Merily et compagnie, qui travaillent dans l'enclos, vont faire office d'exception chez les humains. Sauf qu'évidemment, comme d'habitude, les humains vont être plus cons que les surnaturels, parce que les surnaturels vont quand même écouter ce qu'ont à dire les gens de l'enclos de Lakeside, alors que les humains vont juste insulter les autres et les mettre au banc de la société. Du coup, là, le concept, j'ai vraiment l'impression que c'est de montrer les travers des humains, leur côté raciste, intolérant, etc., et de montrer justement en quoi les animaux, la nature, etc., ont un côté plus pur, plus juste, plus brutal aussi, évidemment, mais vraiment, le côté
quelqu'un a fait du mal, on le tue et puis point, mais quand les gens nous ont rien fait, on n'a pas de problème avec eux. Alors que les humains, ils sont toujours dans le jugement, vachement de manière superficielle, etc. Je crois vraiment que le propos du livre, c'est de montrer un peu, encore une fois, les travers de l'humanité et de remettre une situation avec du racisme, où on comprend les deux côtés, mais où ça paraît quand même triste, parce que les humains, même si c'est des connards, ils sont pas tous mauvais, et ce serait quand même dommage de tous les exterminer. C'est pas spécialement original, mais c'est toujours cool, je dirais. C'est parce que les persos sont sympas, encore une fois, il y a le côté innocent un peu de tous les surnaturels, vu qu'ils sont proches des animaux et tout, donc c'est assez mignon. Le côté mignon, gore, tout ça, si vous aimez ce contraste, c'est toujours cool, c'est toujours là. Après, le côté racisme et le fond et tout, il n'est pas original, mais il n'est pas dérangeant. Et si vous accrochez à la forme, si vous accrochez à ce qu'il y a d'original, qui est ce contraste, vous aimerez bien. Après, si vous accrochez pas à ça, je suis pas sûre que ça vaille la peine de se déplacer juste pour le côté dénonciation du racisme et compagnie, parce que ça, on le voit un peu partout. Hélène, pourquoi t'es encore en train de te manifester ? Je t'ai déjà payé, je t'ai déjà donné une friandise. Tu peux quand même me laisser parler. Puis pourquoi cette pâte est mâchouillée ? Je t'ai donné une friandise pour que tu mâchouilles autre chose que tes pâtes. Qu'est-ce que c'est que cet effondrement, quoi ? Alors, déroulement de l'intrigue, c'est à peu près comme le précédent, sauf que Meg est moins utile. Parce que là, elle a beaucoup plus de vision. Donc maintenant qu'on sait que, en plus, les coupures, c'est grave, et qu'elle en a le droit qu'à 1000, et qu'après, elle va mourir, etc. C'est assez triste de voir ça, mais elle va se couper à de multiples reprises. Et on peut la comprendre, parce que, si elle a besoin de ça pour avoir des prémonitions, et qu'elle sent quand ses proches sont menacés, quand il y a une menace qui pèse sur eux, mais qu'elle sait pas ce que c'est, et que du coup, elle ressent le besoin urgent de se couper pour le savoir, on peut la comprendre. D'ailleurs, ça fait un peu penser aux trucs comme la peau de chagrin ou quoi, avec les vœux, sauf que là, c'est avec les prédictions, et c'est pour ça qu'on sait que les Cassandra Sangué finissent toujours par crever, parce qu'en fait, c'est super dur de résister quand tu sais que il suffit que tu te coupes, et pouf, tu vas avoir une vision de ce qui va mal aller pour que tu puisses l'éviter. C'est super dur de résister et de laisser les choses mal tourner alors que tu aurais pu y faire quelque chose. Donc clairement, dans ce livre, Meg utilise énormément son pouvoir et ça sauve sûrement énormément de vies. Mais en tout cas, elle, à mon avis, son compteur, il est bien descendu. Et par contre, à part ça, elle va jamais participer à aucune scène d'action. Les scènes d'action, c'est les surnaturels qui vont aller les faire tout seuls. Et puis, il y en aura de manière générale moins. On est beaucoup plus sur un côté enquête, où on voit qu'il y a des morts, des drogués, des choses bizarres qui se passent, et on voit les méchants qui se parlent dans l'ombre, où au début on sait pas trop ce que c'est. Je vous dis, le contrôleur, on n'a que ce nom-là, on n'a pas son nom et son prénom. Voilà, ça lui donne un petit côté mystérieux, qu'on l'appelle juste le contrôleur. Et il y a un autre mec qui s'appelle Phileas Jones, je crois, qui est un méchant un peu inférieur, mais qui a l'air très fourbe, et très vicieux, etc., et qu'on va suivre aussi au début, et qui va dire laissez-moi faire, je vais m'en occuper, etc. Donc on a d'un côté les méchants, et d'un côté les terrains indigènes qu'on voit préparer leur plan, interagir, et tout ça. Ah d'accord, Hélène qui a son jouet dans la bouche comme une cigarette, quoi, et qui se roule devant moi en mode voilà, tu ne pourras pas résister, mais enfin tout, bien sûr que si, que je peux résister, je suis occupée. Je parle, ça fait partie de ma vie, tu le sais. Dès que j'arrête de la caresser, j'ai le droit à des coups de patte. Les scènes d'action, c'est soit les flics, soit les terrains indigènes, soit les méchants, mais il y en a pas beaucoup, et globalement, on est beaucoup plus sur un côté enquête dans ce livre-là. Enfin, j'y reviendrai. Les personnages, est-ce qu'il y en a de nouveaux ? Oui. Il y a un certain Steve Batelier, je crois, qui fait partie d'une île sur laquelle il y a une communauté qui s'appelle les Intuites. Donc, comme leur nom l'indique, c'est des humains qui ont des intuitions. Et comme on se dirait, tiens, ça ressemble un peu aux Cassandra Sangué. Eh ben oui, apparemment, c'est le peuple qui sont à l'origine des Cassandra Sangué. Et eux, ils en ont plus non plus chez eux parce qu'il y en a plein qu'on leur a enlevé. Et que récemment, ils en ont une, mais malheureusement, elle est morte parce qu'elle s'est suicidée. Donc, ils savent pas non plus trop comment les gérer, etc. Enfin, je vous spoil pas tout, mais en tout cas, on va faire la découverte de cette communauté. Et du fait qu'elle vit en harmonie avec les terrains indigènes. Donc, encore une fois, il y a des humains bien, mais c'est des humains avec des pouvoirs. Du coup, ce personnage-là, on le voit, il est nouveau, il est pas inintéressant, mais on le voit pas tant que ça, donc je dirais pas que c'est foufou non plus. Comme je vous disais, il y a le fameux Phileas Jones qui est un méchant, du genre méchant hypocrite, un peu flippant. Bon, il est pas inintéressant, mais on le voit pas trop non plus. Le contrôleur, il est assez intéressant, mais au final, je dirais pas qu'on le voit tant que ça non plus.
Donc franchement, on en sait plus sur Meg et sur Simon qui, ça y est, commencent à embrayer vers quelque chose qui ressemble clairement à une future relation amoureuse, parce que Simon est jaloux quand Meg fait justement quand elle rencontre le fameux Steve là. Meg est perturbée quand il se transforme en humain, quand il est dans le même lit qu'elle, parce qu'ils dorment ensemble, mais lui il est en forme de loup, et quand il prend forme humaine, elle se dit ouais mais ça c'est pas normal entre amis, et lui il comprend pas pourquoi elle pense ça, et ça déclenche des quiproquos, etc. Donc Meg et Simon prennent un chemin plus classique, même si on sent qu'ils vont y aller doucement, parce que pour eux c'est pas normal, c'est pas du tout comme d'habitude où ça va entre guillemets de soi que les surnaturels couchent avec des humaines. Là pour eux, coucher oui, ils le font, mais comme juste pour s'amuser, pour tester, mais en tout cas avec des sentiments, non. Donc lui, le fait d'avoir des sentiments pour Meg, ça a l'air de lui poser problème, parce que devenir trop humain, c'est considéré comme un problème de santé mentale chez les terres indigènes, et donc le fait qu'il s'attache à elle, ça le fait culpabiliser, et il se dit qu'il devrait repartir sous forme de loup pendant une longue période et tout, mais il a pas le temps parce qu'il y a trop de problèmes. On comprend bien qu'il y a des grandes chances qu'ils finissent par former un couple, mais bon, je pense pas que ça sera vraiment dérangeant, en tout cas pour moi, hein. Après vous pouvez toujours vous enfuir en hurlant, dans le sens où ça va doucement, et que c'est une intrigue... On va dire quand même que les 3/4 du bouquin parlent de ce qui se passe avec la potentielle guerre, le racisme, l'intolérance, et puis le fait de présenter les surnaturels et leurs caractéristiques toujours un peu rigolotes et mignonnes, qui sont à mi-chemin entre trucs mignons et trucs qui font très peur. La relation entre Meg et Simon, elle prend pas trop de place, donc c'est pas super grave. Mais sinon, du coup, des persos importants, on connaît plus les flics et plus de détails sur eux. Je crois que c'est Monty qui a... sa femme qui l'a quitté, qui se met avec un mec justement qui fait partie du groupe des racistes. Elle est complètement parano, en plus elle l'appelle en lui disant « Oui, c'est toi qui as fait annuler le... » Comment on appelle ça quand un politicien fait un discours devant plein de monde pour galvaniser les foules et tout ça. En tout cas, ce truc-là a été annulé et elle pense que ça vient de Monty alors qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Hein. C'est pas parce qu'il parle avec les surnaturels que c'est lui qui prend les décisions. Donc on connaît plus de détails sur les flics et on revoit les persos qu'on suivait déjà, mais je dirais pas qu'il y en a beaucoup de nouveaux. Donc toujours pareil, les persos sont assez simples, mais comme l'histoire est complexe et surtout intéressante, et que je vous dis, c'est vraiment ce côté toujours pareil, toujours un peu mignon et violent. Moi c'est ça que j'aime bien, donc ça passe. Après je pense que tout le monde sera pas forcément fan du style, quoi. Parce que c'est pas non plus super complexe ou super beau, quoi que ce soit. L'apparence, on a pas mal de fois où on voit les corbeaux, quand ils prennent forme humaine, ils arrivent pas forcément à se transformer intégralement, donc on a à un moment un mec, je crois qu'il s'appelle Charlie, mais j'en suis plus sûre à 100%, qui a toujours des plumes dans ses cheveux, très noirs et tout ça, donc on visualise bien encore une fois le fait que même quand ils sont sous forme humaine, ils ont toujours des caractéristiques un peu d'animaux, et je trouve ça toujours aussi cool. On a aussi un loup-garou qui s'appelle Alan, qui écrit des bouquins d'horreur, et donc dans ces bouquins d'horreur à lui, forcément, vu que c'est pour faire peur aux surnaturels, c'est les humains, les méchants, et du coup ça l'intéresse d'en savoir plus sur les humains pour être plus réaliste dans ses romans, et c'est assez rigolo. Il y a un moment où Meg se défend contre un méchant en le tapant dessus avec une bouilloire, et le mec dit ouais mais je suis super étonné, les humains m'avaient toujours dit qu'ils se battaient avec des couteaux et des armes à feu, je savais pas qu'ils pouvaient se battre avec des bouilloires et tout. Donc il y a toujours, comme je vous dis, ce côté innocent, décalé des surnaturels qui fait que c'est mignon. Moi ça me va, mais voilà, ça se discute. Et les personnalités, je vous dis, elles sont pas super complexes, mais elles ont toujours ce côté... Sur celles des humains, elles sont assez quelconques. Sur celle des Cassandra Sangué, ça va parce Meg elle est toujours assez enfantine, et le fait qu'elle aime tout le monde et qu'elle a envie de conseiller tout le monde et tout ça, c'est un peu ce que nous on ressent aussi, en tout cas moi. Du coup ça me va. Puis le fait qu'elle veuille se couper, c'est un côté un peu malsain parce qu'on se dit putain voilà, c'est un peu masochiste, mais en même temps c'est pour sauver des gens qu'elle aime et auquel elle tient et tout ça, donc on le comprend. Mais entre guillemets, encore une fois, ça casse pas des briques. Et parmi les humains qui travaillent à l'enclos, c'est surtout à travers le regard de Simon qu'il va les diviser un peu en deux catégories. Il avait déjà dit dans le premier tome que les humains, il les appelait des fois les lapins. Bon, il les appelait aussi les singes, pour les mépriser. Mais des fois, il les appelait les lapins pour parler des humains qui ressemblent vraiment à des proies. Et du coup là il commence à les séparer entre ceux qui ont du loup en eux et ceux qui tiennent que du lapin. Et je trouve ça assez intéressant comme manière de voir les choses. C'est très candide et simpliste, mais c'est loin d'être faux, et c'est une manière, je trouve, intéressante de voir les choses. Donc il y a une fille qui a tout le temps peur, donc il dit qu'elle tient trop du lapin et qu'il va falloir qu'elle s'en aille. Et il y a plusieurs filles où il dit j'ai vu qu'il y avait du loup en elle et je commençais à les estimer et tout, donc c'est sympa. D'ailleurs, Meg, à un moment, elle veut pas rester seule, et il se dit tiens, c'est très loup de sa part, le fait de pas vouloir rester seule trop longtemps. J'ai bien aimé comme manière de s'exprimer, justement, de dire tiens, ça c'est très loup, etc.
Parce que ouais, ça paraît vraisemblable entre guillemets que des loups avec une intelligence d'humain pensent comme ça et ce genre de valeurs, etc. Comme je vous dis, c'est vraiment ça le principal intérêt du bouquin, c'est d'avoir des personnalités d'animaux détaillées, et d'avoir leur façon de penser, et que justement ça ressemble vraiment bien à ce qu'on peut se représenter comme personnalité d'animaux. Pour le reste, c'est pas super original. Évolution, je vous ai dit que la relation entre Simon et Meg avait évolué, mais du coup elle évolue d'une manière pas du tout originale. On sent qu'ils sont en train d'être un peu amoureux, mais qu'ils l'assument pas tous les deux. Donc ça va traîner, ça va sûrement me faire chier, parce que quand ça commence à devenir prévisible, moi j'ai envie de faire suivant, pour arriver à nouveau aux étapes où il y aura du suspense. Là, je sens qu'on va traîner pendant un moment. Le seul suspense, c'est de se demander est-ce que Simon va se laisser aller là-dedans, sachant qu'il trouve pas ça noble, et que potentiellement ça va lui faire perdre un peu de l'autorité ou de son aura de chef, etc., vu qu'être humain c'est mal vu par les surnaturels. Je pense que s'il continue à être ami avec certains humains, ça va sûrement s'arranger. Alors j'espère que ça sera pas trop bisounours, j'espère que ce sera difficile, et j'espère que ça va lui coûter des choses, et que lui aussi va être un peu en conflit avec ceux de son espèce s'il est trop proche de Meg. Voilà, j'espère vraiment que les choses vont pas être trop faciles. Du point de vue des flics, j'ai pas l'impression qu'ils aient trop évolué, à part qu'ils connaissent mieux les surnaturels et qu'ils comprennent mieux le danger qu'ils représentent, et que du coup, ils leur obéissent bien sagement, je crois qu'on peut le dire. Les surnaturels apprennent de plus en plus de choses sur les humains. C'était déjà le cas dans le tome précédent, mais là, c'est encore plus le cas. Et d'ailleurs, ils ont envie de faire évoluer l'enclos au lieu d'en faire un lieu où les humains peuvent venir pour potentiellement voir les surnaturels, et où eux, du coup, ils ont l'impression d'étudier les humains quand ils viennent dans leur magasin, etc. Là, ils ont envie de virer les humains de l'extérieur parce qu'il y a trop de racisme, mais par contre de garder leurs employés et de faire venir des surnaturels de l'extérieur qui viendront étudier des humains sympas. Je pense que c'est une bonne idée, et je trouve que c'est assez cool comme évolution. Le fait que maintenant ils se disent il y a des bons et des mauvais humains, et que ils commencent à se dire que pour aider leur propre espèce à mieux les comprendre, ce serait mieux de choisir les bons plutôt que de juste les observer de manière un peu générale. Ils se rendent compte qu'on leur a pas tout appris, qu'il y a plein de choses qu'ils savent pas, etc. Donc c'est vraiment dans la continuité de ce qu'il y avait avant, mais du coup de l'évolution, je dirais qu'il y en a un peu, pas trop. Il y en a dans la relation générale entre les surnaturels et les humains, mais individuellement pour les persos, pas trop. Parce que Meg, elle avait déjà commencé à tenir à eux, donc ça continue. Simon, il avait déjà commencé à tenir à Meg. Tout ça, c'était déjà là, donc rien de spécial. L'univers, les lieux, les créatures, c'est toujours comme avant. J'ai un peu mieux compris, comme je vous disais, le monde à échelle plus vaste. Là, on entend parler du fait justement que les mouvements pro-humains ont démarré, justement, comme je vous disais, à Celle Romano et compagnie, et qu'ils ont pris de l'ampleur et qu'ils sont arrivés jusque Tahitya, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, les États-Unis. Enfin l'Amérique en général. Ouais, je comprends mieux du coup comment fonctionne le monde, le fait que, en gros, les surnaturels laissent les humains produire leurs trucs, les objets, ils les laissent faire leur technologie et tout ça, du moment qu'ils peuvent en profiter, mais c'est eux qui gardent le contrôle des matières premières, et ça permet que ils décident dans quelle proportion les choses existent. Et en gros, ils laissent les humains les faire au début pour pouvoir les tester, et en fonction de si juste ça utile ou non, ils les laissent le développer à plus ou moins grande échelle. Et comme eux, ils n'ont pas envie qu'il y ait trop de pollution et compagnie, ils maintiennent tout à un niveau assez faible, ce qui fout la rage aux humains et qui les font détester les terrains indigènes, parce que ils se disent que leur vie serait vraiment mieux s'il n'y avait pas de limites, de rationnement, etc. quoi. Donc on est dans un contexte comme ça, et je l'ai mieux compris, mais c'était déjà là avant. C'est juste que comme on a plus de détails, j'ai réussi à plus m'impliquer et à plus comprendre les choses qui étaient expliquées de manière assez rapide. Logique et cohésion. Alors, il y a une nouvelle croquette. Je me le demandais. Peut-être que s'il n'y en avait pas eu, j'aurais pu monter d'un point. Peut-être que s'il y en avait eu plusieurs, j'aurais pu baisser d'un point. Je me suis sincèrement posé la question pour les deux. Donc oui, je vous spoil tout de suite que je suis restée à 7. Mais il y a une nouvelle croquette. Figurez-vous que à un moment, parce qu'ils veulent que Nathan fasse autre chose dans la ville, donc Nathan qui est aussi un loup, qui était celui qui était chargé de veiller sur Meg quand elle était à l'endroit où elle travaille. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est génial mes oublis de mots aujourd'hui. Ils lui mettent un nouveau loup, ce loup qui s'appelle Bug, qui est un jeune loup, peut-être un peu plus vieux que Sam, mais globalement c'est un jeune aussi, un adolescent un peu, et qui ne sait pas reprendre forme humaine, et il lui explique qu'il l'appelle Bug parce que c'est un buggy, c'est-à-dire un loup qui est un peu handicapé mental et qui ne sait pas changer de forme. Je vous le dis maintenant, si vous le saviez pas, ils n'ont pas arrêté de nous dire que les surnaturels ne comprenaient rien à l'informatique, et qu'ils savaient à peine allumer un ordinateur, etc., et qu'ils comprenaient pas du tout l'intérêt, et qu'ils étaient vraiment encore au balbutiement par rapport à ça. Donc l'idée qu'ils utilisent une métaphore informatique
pour parler de leurs handicapés mentaux, je trouve ça complètement incohérent. Mais alors là, pour moi, c'est une faute vraiment terrible. Ça m'a complètement sorti de l'histoire et j'étais vraiment déçue. Vous êtes bien d'accord avec moi que si on dit un bug en informatique, c'était parce qu'il y avait des... Enfin, quand les machines plantaient ne fonctionnaient plus correctement dans les tout débuts de l'informatique, on avait remarqué que plusieurs fois que c'était à cause du fait qu'il y avait des insectes qui s'étaient foutus dans les rouages. Donc cette métaphore n'a aucun rapport avec ce qui arrive à un handicapé mental. Aucun. Un humain dans un monde informatique futuriste, etc., appelle les handicapés mentaux les buggés, je trouverais ça bien trouvé, je trouverais ça rigolo. Dans un univers où les surnaturels sont censés être très en retard sur la technologie, je trouve ça complètement stupide. Je suis sûre que ça aurait été très bien de trouver effectivement un mot, parce qu'ils nous disent plusieurs fois qu'ils attachent pas autant d'importance que les humains au nom, etc. Et du coup, le fait qu'un handicapé mental, on va l'appeler juste handicapé mental, je suis pas opposée. Il l'aurait surnommé Andy comme diminutif d'handicapé mental, ça m'aurait pas vraiment surpris ou choqué. Après, je pense que de la part d'animaux, il faudrait un truc plus simple. Donc je sais pas comment ils auraient pu l'appeler, je pourrais y réfléchir pour la prochaine fois si vous trouvez ça drôle, mais je suis sûre de pouvoir trouver une meilleure idée. Un truc qui soit plus cohérent en fait avec leur centre d'intérêt, leur thématique, etc. Encore une fois, déception parce que ça me fait avoir moins d'estime pour le reste. Je me dis, si elle a pu faire une erreur comme ça, peut-être qu'il y a d'autres erreurs qui sont là, peut-être qu'il y a des faux clichés que je crois et que je vais continuer de croire à tort à cause de ce livre. Voilà, ça fait vraiment diminuer ma confiance et c'est vraiment, vraiment dommage. Mystère et découverte, il y en a beaucoup moins que dans le tome précédent, même si, je vais y revenir, mais il y a du coup plus de suspense dans le sens où on voulait vraiment savoir où avaient vécu les Cassandra Sangué, qui s'en occupait, quel était le genre de riche qui y allait. Enfin, le fait d'en apprendre plus sur ça, c'était très agréable. Donc oui, c'était un peu du mystère et de la découverte, mais par rapport au premier tome, où on découvrait l'univers, on découvrait les créatures, on découvrait leurs pouvoirs, je dirais qu'il y en a beaucoup moins. Là, on est vraiment juste à se demander est-ce qu'il va y avoir la guerre ou non, et quels sont ces connards qui font de la drogue, et jusqu'où vont-ils aller. L'écriture, elle est toujours moyenne. C'est vraiment le contenu qui a un petit côté original. Je vous dis, c'est toujours le contraste mignon / gore que je trouve vraiment cool. L'écriture en elle-même, elle est très simpliste et très basique, il n'y a rien de spécial. Poésie et contemplation, il n'y en a pas, à part, comme je vous disais, dans la représentation des saisons, si on veut, la manière de parler des animaux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment très minime, non, je dirais vraiment qu'il n'y en a pas. Suspense et action, par contre, il y en avait pas mal. Bon, comme je vous dis, je pense qu'il y a moins d'action que dans le tome précédent parce qu'il y a plus d'enquêtes. Il y avait déjà de l'enquête dans le tome précédent, mais dans le tome précédent, il y avait un petit côté espionnage, quand on suivait Asia qui fouillait dans la ville de l'enclos et qu'on se demandait si elle allait se faire prendre et tout, il y avait beaucoup de suspense et à la fin il y a vraiment une grosse bataille avec plein de morts et tout. Bon là, je peux tout de suite vous dire, à la fin aussi il y a une bataille, mais elle est moins grosse, donc elle passe vraiment plus vite et je l'ai trouvée un peu expédiée, etc., moins ouf. Le suspense était bien parce qu'on voulait vraiment en savoir plus sur les méchants et on sent vraiment bien monter le racisme et tout ça, puis on se demande aussi quelles vont être les réactions des surnaturels quand on entend parler à chaque fois des nouveaux éléments qu'ont fait les racistes. Et puis il y a plein de petits racistes à 2 balles, genre des adolescents qui sont venus avec des merdes dans la boutique de bouquins du coup de Simon pour dégrader en gros. Parce que voilà, ils se sont dit on va faire chier les surnaturels, ça va être drôle. Clairement, les loups les auraient butés s'il n'y avait pas eu la police dans le coin et s'ils n'avaient pas pris l'habitude d'avoir des meilleures relations avec les humains. Là, ils ont vraiment hésité, mais ils les ont foutus dehors et ils les ont remis à la police. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous montrer qu'en fait il y a beaucoup de moments comme ça. Moi j'ai pas trouvé qu'il y avait autant de tension que dans le premier parce qu'on se doutait qu'ils allaient pas les tuer. On se dit mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais du coup il y a quand même moins de suspense quoi. On trouve ça triste, il y a de la tension, etc. Mais du suspense, non, il y en a moins. Il y en a, mais il y en a moins. Les dialogues, ils sont toujours comme avant. J'aime toujours le fait qu'on a beaucoup d'onomatopées de loups ou de descriptions de comment les loups se comportent, etc. Les dialogues entre Meg et Simon sous forme de loup et tout, j'aime bien. Mais sinon, les dialogues entre humains, ils ont rien de spécial. Une chose que j'ai bien aimée aussi, c'est le fait que je crois que c'est Mary Lee qui a l'idée... par rapport aux visions de Meg, au lieu de se contenter de noter des mots, de noter aussi les gestes que Meg a fait, le fait que l'auteur ait pensé à ça, que Meg pourrait faire des gestes, et que les gestes pourraient donner des indices sur les visions, etc. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, un très bon ajout à ce qu'il y avait déjà eu de fait avant. Et du coup, ils ont pris l'habitude de faire des dessins et de mettre les cartes dans différents ordres pour essayer de reconstituer la vision. J'ai trouvé que c'était très bien trouvé aussi.
Donc c'est pas vraiment du dialogue, mais c'est de l'interaction, on va dire, entre les personnages. Je trouve une bonne trouvaille de l'auteur, une bonne idée. Crédibilité, réalisme, j'ai pas vu de faute, mais rien d'original. Voilà, originalité, côté marquant, non, 0. Et comme je vous ai dit, note globale, j'ai remis 7. J'ai hésité, monter, descendre, que faire, etc. Mais je me suis dit non, grosso modo... Je me suis pas ennuyée, mon sentiment était toujours agréable, on sent la tension qui monte avec le racisme, on se dit toujours qu'il y aura peut-être une guerre plus tard, il y a encore la place vu qu'il reste 3 tomes. Voilà, moi j'en suis au même point qu'à la fin du tome précédent, donc je trouve toujours ça cool. J'ai pas vraiment de critiques à émettre, à part évidemment celle que j'ai déjà mentionnée avec le bug. Sinon, la saga est toujours sympa, et donc j'ai bien envie de la continuer. Je suis toujours dans l'attente de voir ce que ça peut donner par la suite, mais je suis assez satisfaite par le développement, c'est pour ça que j'aurais pu baisser aussi en me disant bon, on nous fait attendre mais on nous donne rien. Là non, comme je vous ai dit, les réponses à propos des mecs qui ont enlevé Meg et qui font des élevages de filles, qui fait ça, à qui ils vendent leurs prédictions, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait savoir dans le tome précédent. Le fait d'avoir les réponses à ça, ça nous comble sur une partie, et maintenant on sait qu'on va pouvoir se consacrer plus réellement au mouvement anti-terre indigène et au racisme, etc., et partir plus dans le côté guerre, etc. Le fait que cette problématique arrive dès le tome 2, c'est peut-être un peu osé. J'espère qu'il restera quand même des méchants stylés, etc., dans la suite, et qu'on aura encore beaucoup de thèmes à aborder. Bon, le racisme, je pense qu'on est loin d'en avoir fait le tour. Donc j'attends de voir, mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est toujours aussi cool. Donc voilà, sur ce, passons au spoil. J'ai quand même 2-3 petits trucs à dire. Jusqu'où vont les mecs quand même qui élèvent les Cassandra Sangué et qui se servent de leurs prédictions, etc. Et qui font de la drogue avec leur sang. Ils vont quand même jusqu'à hacher des filles parce que bon, ils se disent elles étaient en fin de vie, elles avaient plus beaucoup de place sur leur peau, donc voilà, ou elles devenaient trop folles, leurs prédictions étaient plus fiables. Alors voilà, on les hache, on les fout dans de la viande hachée. Est-ce que c'était pour brouiller les pistes? Est-ce que c'était juste pour pousser justement les gens à se massacrer? En tout cas, c'est quand même un peu extrême. Et on peut pas trop avoir de l'empathie, de l'estime ou de la pitié pour des gens qui vont jusqu'à hacher des filles pour faire bouffer leur viande à des humains ou à d'autres gens. Enfin, surtout aux humains, parce que justement les surnaturels disent que eux, c'est un tabou pour eux de manger cette viande-là. Qu'ils reconnaissent à l'odeur. Depuis le début, ils avaient dit que l'odeur de mec, c'était pas l'odeur d'une proie, et qu'ils sentaient qu'ils avaient pas spécialement envie de la tuer, contrairement à d'habitude. Et les vampires l'appelaient le sang doux, et ils disaient que c'était un tabou de boire le sang doux, et que personne devait le faire, etc. Donc on savait que instinctivement, ils étaient tentés de ne pas lui faire du mal. Et du coup, les surnaturels disent que eux, ils auraient reconnu de la viande de Cassandra Sangué et qu'ils l'auraient pas mangé, même si on leur en avait donné. Donc c'était vraiment destiné aux humains, et donc c'était vraiment destiné à foutre la merde en les faisant craquer et buter encore une fois des corbeaux. Après, ils ont pas dû tuer que des corbeaux, donc c'est vraiment disproportionné et complètement dégueulasse, hein, je pense qu'on peut le dire. Puis du coup, oui, on voit des riches qui vont là-bas, qui payent pour couper des filles. Et puis on voit, histoire d'être bien dégoûté par ces mecs-là aussi, le mec qui dit qu'il va faire payer plus cher si les mecs ont envie de baiser avec les Cassandra Sangué, donc il s'amuse à les faire payer pour la coupure qu'ils font genre sur le ventre ou sur les cuisses ou tout ça. Et puis la meuf, ils font en sorte qu'elle soit bien déshabillée ou qu'elle soit en string, etc. Et même si elle est plus très consciente quand elle a sa vision et tout, ils font tout pour que la situation excite le mec et qu'il paye pour avoir un supplément pour pouvoir coucher avec. Donc on sent bien la dégueulasserie, les mecs qui sont là que pour l'argent, qui traitent les meufs vraiment comme de la viande. Non, même pas des objets, hein, parce que de la viande, ça fait penser justement aux terres indigènes, donc pas trop. Mais même des objets en général, on les traite mieux que ça. Parce que j'ai eu du mal à ne pas vous spoiler tout à l'heure, hein, j'aurais dû faire une coupure pour l'enlever, parce que c'était quand même un peu dommage. C'est que, le contrôleur se fait tuer à la fin, donc je me dis que c'est quand même un peu audacieux de la part de l'autrice de tuer ce mec qui aurait pu être un bon méchant principal dès le tome 2. Donc je sais pas qui y restera, il reste encore le compagnon de la meuf de Monty, dont on nous a teasé que c'était un gros bonnet parmi les mecs racistes. Griff, il s'appelle, je crois. Je me rappelle plus de son prénom, mais son nom c'était Griff. Et donc lui, ça pourrait encore être un des méchants principaux, potentiellement important par la suite. Mais le contrôleur, le fait qu'il y soit sous pseudo, qu'on n'avait pas son nom, etc., et qu'on nous parlait de lui en mode mec très carré,
qui traitait vraiment ses filles justement comme des objets, mais qui était bien caché, qui calculait bien ses trucs et tout. Je trouve qu'on nous l'avait beaucoup teasé, ça aurait pu être un bon méchant principal, et voilà, ils ont débarqué dans le complexe et ils ont tout défoncé, les surnaturels. Lui, ça va, il s'est fait tuer d'une manière un petit peu jouissive, mais comparé au tome précédent où on a eu une suite de meurtres bien dégueulasses, où c'était bien cool, là, il y a eu quasiment que lui. On a eu 2-3 meurtres d'inconnus, mais c'est vraiment passé vite. Et en plus, j'étais un peu plus stressée pour les surnaturels parce que comme le mec apparemment s'était drogué avec de l'au-delà du loup avant que les surnaturels arrivent, j'avais peur qu'il soit drogué par le fait de le manger lui, qu'ils héritent de la drogue et qu'après ils se contrôlent plus et qu'ils fassent du mal à leurs potes, etc. Donc du coup j'ai pas vraiment profité du massacre. En plus on était rapidement arrivé au moment où il fallait libérer les filles, se les partager et tout ça. Donc j'ai trouvé que la scène de massacre était trop courte. Sincèrement, j'aurais vraiment aimé que ce soit plus long, que le méchant survive plus longtemps, qu'il ait plus l'air d'être pas loin de gagner, qu'il ait des sous-fifres et qu'on voit les sous-fifres se faire tuer avant lui, etc. Enfin, j'avais vraiment préféré la scène de massacre du précédent, qui était assez longue et on pouvait bien en profiter. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment... Ils arrivent, ils butent tout le monde, c'est réglé en 5 minutes et pouf, on se casse avec les filles. Je remets pas en question le fait qu'il les défonce, je remets pas en question le fait qu'il les ait trouvés parce que voilà, ils ont galéré pendant tout le tome à arracher des indices à Meg en lui faisant se rappeler des souvenirs, etc. Les méthodes qu'ils ont utilisées pour ça étaient bien intéressantes et tout. Je remets pas ce qui s'est passé en question, c'est juste que j'aurais vraiment aimé que ce soit plus long pour qu'on puisse plus jubiler de voir les méchants se faire tuer, parce que là les méchants on les a vraiment vus faire des trucs horribles. Il y a des riches qui payent pour avoir des prédictions, les filles disent il va y avoir du sang, du feu, la mort, etc. Et les autres sont là, oui, remboursé, moi je voulais savoir qu'est-ce que je devais payer comme action à la bourse ou qu'est-ce que je devais faire machin par rapport à mon entreprise, ça n'a aucun rapport ce qu'elle a dit. Et le mec est en mode oui je suis désolé, je vais vous rembourser, en ce moment nos filles elles sont pas très bien et tout. Et ils accordent aucun crédit au fait qu'elles sont en train de dire vous allez tous finir dans le feu, le sang et compagnie. Alors que bon, si elle marchait avant, il devrait peut-être s'en préoccuper un peu plus que ça. Le fait qu'il les traite complètement, justement, comme des produits qui marchent mal, etc. Le fait qu'ils aient haché des filles menues pour les foutre dans de la viande hachée, tout ça, bon. Je pense qu'on avait vraiment eu le temps de faire monter la mayonnaise pour avoir envie qu'il meure, et c'est dommage qu'il soit mort d'une manière trop rapide. Après, il reste encore le fameux Smith, je crois. Un Smith avec un Y, si je me souviens bien. Je crois qu'il y avait un mec qui s'appelait Smith et qui prenait les filles qui étaient des rebuts, selon l'autre. Bah, je crois que c'est lui qui en a fait de la viande hachée. Donc lui, je suis pas sûre qu'il soit mort. Peut-être que ça pourrait être un méchant par la suite. Parce que là, je crois que c'est le contrôleur qui est mort. Je crois pas que ce soit le Smith. Donc voilà. Mais encore une fois, le fait que j'en sois pas sûre montre que les méchants sont morts trop rapidement. Et que cette scène était trop rapide et que c'est quand même dommage. Après, l'enquête était bien. Le début avec les corbeaux et tout ça, c'était bien décrit. C'était assez... horrible et intéressant en même temps, le fait que voilà les corbeaux qui ont mangé des aliments drogués qui tombent, etc. Et les mecs envoient leurs chiens pour les tuer. On leur a dit de faire ça. On sait pas encore qui vraiment leur a dit, donc on sent qu'il y a des gens qui organisent quelque chose d'assez horrible, enfin des gens qui montent les humains contre les surnaturels et qui se servent d'eux. Clairement, ils se servent d'eux parce qu'après ces humains-là, ils vont finir en tôle ou butés par les surnaturels. Et du coup, bah les commanditaires ne payent pas et ils sont toujours planqués. Donc on sait qu'il va y avoir encore du bordel avec ça et il y a des méchants dont il faut encore régler le compte par la suite. Mais bon, le fait qu'on ait réglé l'endroit où Meg était retenu et ce mec-là qui avait l'air assez classe, voilà, je trouve ça assez osé. Je me dis il va falloir refaire des méchants détestables, etc. pour les tomes suivants. J'espère que ça fonctionnera bien. J'espère aussi que la relation de Meg et Simon va pas mettre trop de temps à avancer, ou si elle en met, que ce sera de manière crédible et intéressante et pas juste en mode on fait un pas en avant, un pas en arrière, on se dit qu'on s'aime et on s'aime plus, oui mais je peux pas me permettre de, et oui j'aimerais bien que, etc. Enfin voilà, j'aimerais vraiment qu'on avance parce que j'aime pas les choses qu'on a déjà vues 1000 fois et qui traînent et qui servent à rien ou qui sont inutilement compliquées. Je voudrais que les choses soient réglées et qu'on puisse se consacrer à ce qui est vraiment intéressant. Donc j'espère que l'histoire d'amour ne nous fera pas chier. Après, elle a un potentiel mignon, mais justement, je pense que ce serait mieux qu'on y arrive rapidement et qu'on n'ait pas 10 ans à subir Simon qui est jaloux et qui se dit tiens, comment ça se fait que je ressens ça, je ressentais pas ça d'habitude, etc. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Bon, s'il vous plaît, quitte à faire un amour conformiste... faites-le vite, qu'on s'emmerde pas. Les mecs jaloux, c'est déjà un truc que j'aime pas. C'est ça en fait le truc, c'est que de passer du temps sur des sentiments qui me plaisent pas, c'est pas quelque chose qui me motive. Donc
Par contre, un truc que j'ai bien aimé, tiens, que je vous dis en spoil, je sais pas pourquoi, c'est que quand Meg a ses règles, au début ils ont tous peur parce que ils sentent l'odeur du sang, ils se disent ça y est, elle s'est coupée, etc. C'est bizarre. Après ils trouvent pas d'égratignure, ils sont paumés et elle leur dit oui bon c'est bon, j'ai mes règles, vous allez pas commencer à me faire chier. Et eux ils se disent ah oui, enfin après quand ils en parlent ils se disent tous ah oui elle est en chaleur, etc. Parce que pour les animaux c'est associé à ça en fait, le fait d'avoir des saignements. Et je me suis dit mais c'est vrai et enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'en fait, oui, les filles aussi sont plus excitées quand elles ont leurs règles. Et je me dis que le fait que les mecs humains soient rebutés par les règles, c'est vachement égoïste. Et ça montre justement à quel point ils pensent qu'à eux, parce que, en gros, ils ont envie de coucher avec les filles quand elles en ont pas envie, quoi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, parce que finalement, les choses sont simples. Les règles, ça ressemble un peu à des chaleurs, et ça ressemble complètement à des chaleurs, en fait. Je sais même pas pourquoi je dis un peu. On devrait appeler un chat, et se dire que c'est des chaleurs, point, et c'est mieux de coucher avec les filles quand elles en ont envie que quand elles en ont pas envie. Merde. J'ai bien aimé le fait qu'ils disent tous Meg est en chaleur, et à chaque fois ça met les humains mal à l'aise, et ils se disent il faudrait peut-être leur expliquer que les règles ça revient pas au même, mais en fait ils le font pas parce qu'ils ont pas envie de parler de ça. D'ailleurs même Meg elle leur dit pas grand chose. C'est assez rigolo ce passage, j'ai vraiment bien aimé. Il n'y a pas eu vraiment de mort chez les gentils, enfin il y a des corbeaux qui sont morts en début d'histoire, mais c'était pas des corbeaux qu'on connaissait encore une fois, donc ouais, encore une fois il y a des morts mais pas parmi les persos importants. J'espère quand même qu'il y en aura un jour, parce que je veux pas qu'on soit dans un monde trop bisounours. Après ça paraît difficile de dire qu'on est dans un monde bisounours quand on nous parle quand même de filles qui sont hachées et servies en viande à des humains qui le savent pas. Voilà, il y a quand même tellement de scènes gore et sanglantes, etc., que c'est très dur de dire qu'on est dans un livre bisounours. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu de mort parmi les persos principaux. Est-ce qu'on est obligé d'en avoir ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop peur pour les persos qu'on aimait, ou pas eu trop de tension. Par contre, on a une tension permanente sur Meg, vu qu'à chaque fois qu'elle se coupe, on sait qu'elle se rapproche de la mort. Donc, est-ce que c'est suffisant? Peut-être. En tout cas, j'attends de voir la suite. Je vous dirai si un jour ça m'agace, le fait que tout le monde s'en sorte trop bien. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais je préfère vous tenir au courant, parce que si jamais vous vous dites, le quota, il est quand même vachement faible du côté des gentils. Même chez les policiers et tout, on n'a pas eu de mort. Après, eux, ils ont pas trop pris de risques, donc ça va. Alors, ils étaient là dans l'attaque de là où les filles étaient retenues prisonnières, mais ils ont pas fait grand chose, ils étaient juste là pour récupérer des prisonnières justement. Donc voilà, et puis oui, j'essayais de pas trop vous spoiler ce qui se passait avec les intuites, le fait qu'ils en savaient pas tant que ça sur les Cassandra Sangué, mais que comme ils en ont eu une chez eux qui est morte, et puis que ils savent que c'est eux leurs ancêtres, etc., ils se sentent quand même responsables, donc à la fin ils se disent qu'ils vont quand même s'occuper de l'ancienne amie de Meg, la fameuse Jen ou Jean, ou je me rappelle plus. Donc voilà, et je pense qu'ils vont peut-être aussi s'occuper des adolescentes que les flics ont sauvées. Une manière pour eux de se racheter, et puis aussi de laisser les Cassandra Sangué à la fois parmi des humains, mais parmi des humains qui ne soient pas des gros connards, parce que pour l'instant il y en a quand même beaucoup. Donc on espère qu'elles seront à l'abri, on espère aussi que les autres vont pas les retrouver, parce que c'est ça aussi qui fait peur, c'est que au début les flics se disent on va peut-être les mettre dans des familles d'accueil, mais ils savent que si les gros bonnets qui les achètent, qui les vendent, qui les enlèvent et compagnie en entendent parler, ils vont revenir les enlever, donc dans ces cas-là les sauver n'aura servi à rien, parce que là ils ont détruit un des principaux endroits où elles étaient retenues, mais ils savent qu'il y en a d'autres. Du coup ils vont les mettre, je pense aussi chez les intuites, si je me souviens bien, si j'ai bien compris. C'est cool, parce que c'est une petite communauté qui a l'air sympa, des gens qui vivent un peu à l'ancienne. D'ailleurs, je crois qu'il y a une communauté qui s'appelle Vie Simple sur leur île, c'est assez représentatif. Donc on se dit qu'elles seront quand même plus contentes que là où elles étaient avant. J'ai bien aimé aussi qu'on apprenne que les Cassandra Sangué, elles ont besoin de beaucoup de calme, etc., parce qu'elles peuvent assimiler qu'un nombre de nouvelles choses limité par jour. Sinon, quand elles saturent, elles pètent des câbles émotionnellement, parce que justement le fait qu'elles retiennent extrêmement bien les choses et qu'elles s'imprègnent extrêmement bien, etc., pour nourrir leur vision, comme elles sont émotionnellement très impliquées, que tout est très intense pour elles, etc., elles peuvent assimiler qu'un nombre de choses limitées. C'est pour ça d'ailleurs, c'est de ça que servent ceux qui les retiennent prisonnières comme argument pour dire qu'elles peuvent pas vivre dans le monde extérieur, alors que je veux dire, les autistes aussi, on n'aime pas trop avoir trop de choses nouvelles d'un coup, et on peut quand même vivre dans le monde extérieur. Donc je pense qu'elles peuvent, je pense que c'est possible. Il faut juste qu'elles soient avec des gens gentils et bien intentionnés. Vu qu'on nous dit justement que les Cassandra Sangué sont innocentes, qu'elles ressemblent vachement aux enfants, etc., je pense que c'est très bien trouvé, parce que oui, les enfants aussi, c'est vrai que à la fois, ils se remettent bien des traumatismes, plus facilement que les adultes, mais en même temps, c'est vrai que quand il se passe trop de choses d'un coup, ils peuvent facilement saturer et péter des câbles émotionnellement. On dit bien que les enfants, c'est des éponges, etc. Donc on voit bien leur côté justement innocent, enfantin là-dedans. Et encore une fois, je trouve que c'est intéressant, c'est bien trouvé, etc. On sent bien les différences entre les races, les peuples, etc., que ce sera entre les
les intuits et les humains normaux, que ce soit entre les Cassandra Sangue et les humains et les intuits. Parce que les intuits, eux, ils ont pas de vision, ils ont que des sensations, des mauvais ou des bons pressentiments en fonction de ce qu'ils font. Et ils ont tous un domaine dédié où ils sont plus spécialistes. C'est par rapport à ça d'ailleurs qu'ils se donnent des noms et qu'on a le mec qui s'appelle genre la famille Cochet, la famille machin, enfin voilà. Ils ont tous des noms en rapport avec leur corps de métier et ils ont tous des pressentiments en rapport avec les choses qui ont un rapport avec leur corps de métier, genre celui qui est du coup à la mer, oui c'est batelier, c'est ça. Bah, il a des pressentiments par rapport au climat, aux tempêtes, etc. Il y en a qui en ont plus par rapport aux gens qui arrivent sur l'île ou autres. Et donc eux, ils ont juste des pressentiments bons ou mauvais, et ils essayent juste de se tenir tous au courant les uns les autres des pressentiments qu'ils ont, de faire des recoupements, etc. De se demander où ça leur est arrivé et tout pour avoir des indices de ce qui va leur arriver et pour prendre des décisions par rapport à ça. Ils ont aussi l'air d'avoir quelques rêves prémonitoires ou ce genre de trucs, mais globalement, c'est pas aussi précis que pour les Cassandra Sangue. C'est rigolo parce qu'on nous dit que le maire, en fait, il a été élu maire alors que lui-même il voulait pas l'être et qu'il n'était pas du tout sur une liste ou quoi que ce soit parce que plein de gens ont eu le pressentiment que c'était lui qui devait l'être. Je trouve ça vachement génial comme type de société et d'avoir imaginé ça et tout. Que le mec il est maire et lui-même il se dit bah je sais pas pourquoi je le suis, moi ça me fait pas plaisir et tout, mais vu que tout le monde a eu le pressentiment que je devais le faire, bah je le fais, hein, et puis on verra bien le jour où ça sera vraiment utile, je pense qu'on comprendra tous pourquoi. Mais je trouve ça vachement stylé. Voilà, je trouve que cet auteur est vraiment super doué pour caractériser des communautés, pour faire des caractéristiques de race qui les font sentir à la fois très, très différentes, très intéressantes et tout ça, et en même temps bah ouais, on se les représente bien, même si bien sûr tout le monde garde un côté humain, parce que quand on est humain, on peut pas écrire un truc trop différent de nous. Mais je pense qu'on arrive quand même bien à s'imaginer des points de vue différents, à sortir de nos habitudes, et tout ça c'est très intéressant. Et donc moi je continue avec plaisir, et je pense que je lirai même d'autres sagas de cet auteur et tout, hein, je pense que je vais signer sur le long terme. Je lui pardonne la croquette et le bug pour l'instant. On verra ce que ça devient sur la durée. Je pense que s'il y en a trop, ça finira peut-être par m'énerver. Pour l'instant, on reste dans mon quota. Quand il y a une chose qui m'énerve par livre, je me dis que bon, ça va quand même. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!